Imaginez un peu la construction d'un gratte-ciel ultra-moderne. Les fondations sont posées, la structure monte, et d'un coup, un gars s'infiltre sur le chantier, prend le mégaphone et change tous les plans de l'architecte. Ouais, et le bâtiment risque de s'effondrer au tout premier coup de vent, en fait. Exactement. Et c'est précisément l'effet du cannabis sur le cerveau d'un adolescent. Dans ce deep dive, on a vraiment épluché les méta-analyses massives sorties entre 2024 et 2026. Et la biologie derrière tout ça, elle est juste fascinante à décrypter. Pour bien comprendre l'ampleur des dégâts, il faut d'abord regarder comment ça marche à la base. C'est qui le vrai chef de chantier là-dedans? En fait, le boss, c'est le système endocannabinoïde. On l'appelle souvent le SEC. Chez un ado, il y a un récepteur très précis de ce système, le CB1, qui tourne à plein régime. D'accord. Décortiquons tout ça. Il fait quoi ce récepteur CB1, juste? Il a deux missions vraiment vitales. D'abord, l'élagage synaptique, donc en gros, il coupe les connexions neuronales qui ne servent à rien. Et ensuite, la myélinisation. Ah oui, la myélinisation, c'est bien ce qui isole les neurones pour que l'information circule plus vite, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est ce processus qui transforme un cerveau, disons, un peu brouillon, en une machine hyper performante. Et donc, si le cerveau est en plein recablage et qu'on introduit du THC, la molécule psychoactive du cannabis, c'est là qu'arrive notre fameux chef de chantier imposteur. Voilà, le THC vient saturer ces récepteurs et il brouille complètement les signaux naturels de construction. Ça fait dérailler la machine, quoi. Totalement. Et le problème majeur, c'est le timing. L'adolescence, c'est déjà une période de fort déséquilibre naturel. Le circuit de la récompense est hyper actif. Ce qui explique l'impulsivité et la recherche constante de sensations fortes à cet âge-là. Absolument. Et pendant ce temps, le cortex préfrontal, qui gère le contrôle et serre de frein, il est encore en plein chantier. Le THC vient littéralement paralyser l'installation de ce système de freinage. Donc on se retrouve avec un cerveau qui fonce à 130 sur l'autoroute sans aucun frein. J'imagine que cliniquement ça se traduit de façon assez violente dans les statistiques. Les chiffres de 2024 font froid dans le dos. Un usage quotidien avec un fort taux de THC multiplie par 4,8 le risque de développer une psychose. Attends, par quasiment 5, juste avec une consommation régulière? Ouais, c'est massif. Et le pire, c'est que chez ces jeunes consommateurs, le premier épisode psychotique se déclenche en moyenne 6 ans plus tôt que la normale. Waouh, 6 ans, c'est énorme! Et du côté cognitif, c'est pas mieux. On observe une chute mesurée de 8 à 10 points de QI chez ceux qui ont commencé jeunes. L'architecture même du cerveau est altérée. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? Si la personne arrête totalement de consommer, le chantier reprend normalement ou les dégâts sont permanents? La mémoire et l'apprentissage s'améliorent généralement après quelques semaines d'abstinence. Ça, c'est plutôt positif. En revanche, les déficits d'attention, eux, persistent. Ah d'accord, ça laisse des traces. Oui, c'est ce que la recherche appelle la théorie du first hit. La première atteinte, le THC modifie la façon dont les cellules vont réagir au futur stress. Genre une fragilité cachée. Un ancré qui le fera craquer beaucoup plus facilement face à un choc émotionnel, même des années plus tard. Et j'imagine que cette cicatrice, elle est d'autant plus violente que les produits d'aujourd'hui, c'est plus du tout le cannabis des années 90. Loin de là. Sur le marché actuel, on parle d'extraits qui dépassent très souvent les 90% de THC. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. D'autant plus qu'on a vu que 3,4% des lycéens français en 2024 ont déjà testé des cannabinoïdes de synthèse. C'est un vrai problème. Ce sont des molécules créées en laboratoire qui peuvent être 100 fois plus puissantes. Elles s'accrochent au fameux récepteur CB1 avec une force inouïe. Face à des produits qui piratent le cerveau avec une telle puissance, comment elles réagissent les autorités médicales? On a des réponses institutionnelles claires? Les institutions s'alarment vraiment face à ces données. Par exemple, l'Académie nationale de médecine en France s'oppose fermement à la légalisation récréative. C'est lié aux hospitalisations, non? Tout à fait. Ils pointent du doigt la flambée des hospitalisations pour psychose. Et de l'autre côté de l'Atlantique, la Société canadienne de pédiatrie recommande carrément de limiter les taux de THC vendus aux moins de 25 ans. Le temps que la maturation du cerveau se termine, j'imagine. On voit bien pourquoi protéger ce chantier neuronal, c'est un enjeu majeur de santé publique.
Ça permet à ceux qui nous écoutent d'avoir des données concrètes face à la surinformation. C'est essentiel, oui. Surtout quand on regarde la vue d'ensemble, la science montre aujourd'hui que la plasticité cérébrale, elle ne s'arrête pas par magie à 18 ans. Le recablage continue jusqu'à la trentaine. Et c'est là qu'on arrive à une pensée finale assez provocatrice. Sachant que le cerveau reste malléable si tard, ces jeunes adultes de 25 ans qui consomment aujourd'hui ces nouveaux extraits surpuissants, ne subissent-ils pas, eux aussi, un remodelage invisible de leur cerveau dont la science n'a pas encore mesuré toute l'ampleur? C'est une question vertigineuse. Absolument. Voilà en tout cas une réflexion fascinante à garder en tête pour la suite.